Aujourd'hui, une exclusivité, on va parler des trois, comme on appelle ça, critères les plus importants, connus scientifiquement aujourd'hui, pour la santé et la longévité. Et pourquoi c'est une avant-première? Parce que ça fait un certain temps qu'on travaille sur tous ces aspects-là en lien avec les réflexes. Et les réflexes dont on ne parle pas beaucoup. Donc on étudie ces trois, on va parler de ces trois paramètres et je ne vais pas dévoiler tous les secrets qui seront dans un stage, mais quel lien on fait avec certains réflexes et les réflexes les plus importants qui sont les réflexes liés au stress, c'est-à-dire le réflexe de peur paralysante, le réflexe de Moro, l'agrippement, ainsi que le réflexe de protection. Et en opposition à ces réflexes-là, qui sont les réflexes de réaction de stress, on a le réflexe dit d'orientation cognitive, que nous on aime appeler réflexe de curiosité. Voilà. Et donc je vais vous parler de ces trois paramètres qui sont, d'un point de vue scientifique, les plus importants pour la santé humaine, la longévité, le vieillissement. Je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer tous les tenants et les aboutissants et depuis combien de temps, d'années, j'ai étudié certains de ces paramètres et cherché à faire des corrélations et tout, mais on va déjà les évoquer, ça va peut-être vous parler. Alors je vais vous parler du premier paramètre que moi j'ai étudié un peu sérieusement pendant pas mal de temps. C'est ce qu'on appelle la HRV en anglais, Heart Rate Variability. Alors en français on doit dire variabilité de la fréquence cardiaque, VFC. Donc la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est un paramètre extrêmement important par rapport à la santé. Et de quoi il s'agit? C'est-à-dire que si votre cœur bat un certain nombre de fois par minute, par exemple si votre cœur il bat 50 fois par minute, il ne va pas faire, ou ça va être plus facile pour moi, désolé, admettons qu'il batte à 60 pulsations par minute, ça veut dire une pulsation par minute, par seconde, pardon. Donc boum, 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 boum. Mais en fait, d'une pulsation à l'autre, ça ne va pas être une seconde. Il va y avoir une pulsation qui est peut-être à 0,9, puis une pulsation à 0,7, puis à 1,2, puis 1,1, et puis 0, quelque chose. Et puis, en fait, il varie d'une pulsation à l'autre. Et d'ailleurs, quand on prend la fréquence cardiaque chez un médecin ou quand vous faites du sport, on le prend sur, par exemple, on vous dit, vous mesurez pendant 1 minute. Et c'est sur cette minute qu'on va avoir la moyenne de votre fréquence cardiaque. Je suis à 60 pulsations par minute, battements par minute, on écrit en français, BPM. La variabilité de la fréquence cardiaque, c'est contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on imaginerait que, qui est une idée totalement erronée, que si j'étais en bonne santé, mon cœur battrait comme un métronome, 60 pulsations par minute, une par seconde, boum, 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 boum. Et en fait, c'est le contraire qui est vrai. Si mon cœur est comme un métronome, c'est qu'il y a du mal à être régulé d'une fois à l'autre en fonction des mouvements que je fais et en fonction de ma respiration. Alors qu'un cœur qui s'adapte en permanence à ce que je fais et qui change d'une seconde à l'autre, ça veut dire qu'il a une plus grande variabilité et donc une plus grande adaptabilité. Une chose qui est très importante à observer, qu'on peut le faire en direct avec n'importe quel appareil qui mesure la fréquence cardiaque, comme un cardiofréquencemètre qu'utilisent les sportifs ou certaines montres qu'on peut mettre au poignet qui mesurent ça, bien que le cardiofréquencemètre soit de loin plus précis que les montres qu'on a aujourd'hui. Mais sauf quelques exceptions, il y a quelques montres modernes qui sont aussi efficaces, mais bref. Et que par exemple vous inspirez, quand vous inspirez, vous allez voir il y a une légère accélération des battements du cœur, et quand vous expirez, une légère décélération des battements cardiaques. C'est lié à une activation du système sympathique d'activation quand on inspire et une activation du système parasympathique quand on expire.
C'est pourquoi c'est fort connu, quand on veut se détendre, une des meilleures choses qu'on puisse faire, c'est augmenter l'expiration, faire en sorte que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Si vous êtes en état de stress, c'est l'inverse qui se passe. Automatiquement, vous vous mettez à inspirer très fort et à faire des brefs expires. Pourquoi ? Parce que vous allez vite accélérer. Ça, c'est le cas si vous rentrez dans une piscine d'eau glacée ou quelqu'un vous stresse, un stress violent, vous allez respirer très vivement comme ça. Ce qui correspond à une activation du système sympathique qui fait une accélération cardiaque pour vous préparer à attaquer ou à fuir. En gros, c'est ça. Donc la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est la capacité qu'a notre cœur à s'adapter à tout ce qu'on fait. Et c'est absolument majeur. Et donc, plus j'ai une grande variabilité, plus elle est haute, plus ça veut dire que mon cœur, en quelque sorte, est adaptable, adaptatif, je ne sais pas comment dire, résilient. Et plus elle est basse, et moins c'est le cas. Alors, les études scientifiques nous disent que cette variabilité de la fréquence cardiaque, V, F, C, HRV en anglais, et les chiffres sont très clairs dans les différentes études, à 50% déterminés génétiquement. Donc, oui, certains d'entre nous, on sait très bien, on est né avec plus de force ou plus d'endurance ou plus de capacité pulmonaire ou plus de capacité ceci, cela. Et on a des corps qui sont grands, gros, longélignes, que sais-je, basés en partie sur la génétique. Mais, alors on pourrait se dire comme ça, 50% déterminés, waouh, ça fait beaucoup. Ouais, mais la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a 50% qui sont liés au mode de vie, qui sont liés à nos habitudes de vie. Et donc ça veut dire qu'on a une marge de progression gigantissime puisque je peux jouer sur ces 50%. Dans mon exemple précis, les premières fois, alors ça remonte à il y a pas mal d'années, peut-être, une dizaine d'années, peut-être plus, je ne sais plus exactement. Je sais que c'était dans les années 2010 ou quoi, peut-être un peu avant quand même, que j'ai entendu. Oui, en vrai c'était bien avant, donc j'en ai entendu parler, je me rappelle en Belgique, une personne qui avait un des premiers appareils qui existait, parce que on l'avait vu aux États-Unis dans un congrès qui permettait de mesurer la fréquence, cela, avec les premières méthodes qui existaient. Mais à l'époque, j'ai juste fait un test comme ça, et c'est tout. C'était juste un test pour jouer avec l'appareil, mais j'ai pas étudié, j'ai pas fait rien de sérieux. Ce n'est que quelques années plus tard. Donc j'avais acheté un cardiofréquencemètre que j'ai toujours d'ailleurs très puissant pour mesurer ma variabilité de la fréquence cardiaque, et elle était surprenamment ou pas surprenamment basse chez moi. Donc on pourrait dire c'est un peu désespérant, j'ai une mauvaise variabilité de la fréquence cardiaque, entre guillemets. Alors ça marche pas comme ça, alors attention, dans l'absolu on ne peut pas dire qu'un chiffre est bon ou mauvais, parce que c'est très dépendant de la personne. Donc ce qui compte c'est lié à la personne, mais on ne peut pas, dans l'absolu, un docteur ne peut pas regarder votre variabilité de fréquence cardiaque et dire c'est un mauvais indice ou quoi. Il faut le croiser avec d'autres paramètres, et c'est très lié à vous personnellement. Quelqu'un qui peut avoir par exemple une fréquence cardiaque de 40, pour lui c'est très bien, et pour une autre personne c'est très très bas. Pourquoi ? Parce que c'est à cause de ces 50% qui sont génétiquement prédéterminés. Donc moi elle était assez basse, et donc j'ai expérimenté plein de techniques en mesurant ma fréquence cardiaque très régulièrement, tous les jours, pour améliorer cela. Alors aujourd'hui il y a plein d'études, recherches qui permettent d'évaluer l'importance de la fréquence cardiaque et le lien avec le stress. C'est-à-dire plus on est stressé, plus les systèmes sympathiques parasympathiques sont déséquilibrés, et plus cette variabilité de la fréquence cardiaque est basse. Et on sait aujourd'hui que le stress, en particulier au niveau émotionnel, impacte durement la variabilité de la fréquence cardiaque, mais il y a beaucoup d'autres choses en lien avec la santé, le sommeil, le bon sommeil, le fait de faire des activités physiques,
Et justement, on vous parlera, dans le séminaire et tout, de quels sont les paramètres, les 10 paramètres, même les 13 paramètres qui ont été scientifiquement validés en lien direct avec la fréquence cardiaque. Et vous trouverez des études qui disent qu'évidemment, plus quelqu'un est sportif et bouge, mieux c'est pour sa variabilité de la fréquence cardiaque. Et donc, en pratiquant, on peut améliorer les choses. Mais là encore, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur quel type d'exercice. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et de s'épuiser et d'épuiser notre cœur, ou notre système sympathique, parasympathique, système nerveux autonome, pour que les choses aillent mieux. Donc il s'agit de faire les choses intelligemment. Et donc là, il y a des études. Alors là, ces études-là, il y a une biologiste américaine que je suis depuis des années, qui toutes les semaines fait un passage en revue, toutes les semaines c'est énorme, fait un passage en revue de toutes les études scientifiques qui sortent en lien avec la santé. Et donc depuis des années, je suis les études, et elle s'intéresse à tout ce qui est en particulier vieillissement, alimentation, équilibre émotionnel, etc. Donc voilà, je suis aussi depuis de nombreuses années 2 autres personnes très 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 intéressantes. Peter Attia, qui est le médecin considéré comme le plus grand spécialiste au monde sur le vieillissement, et puis le professeur Huberman, qui fait beaucoup de choses aussi. Ils ont 2 podcasts énormes que je suis depuis pas mal d'années. Il y a des centaines d'épisodes que j'ai écoutés, des centaines et des centaines d'heures de formation, et puis des bouquins, des articles scientifiques et tout un tas de choses, bref, et des podcasts qu'on appelle les podcasts privés payants, c'est-à-dire on a accès, si on s'abonne, à des épisodes de podcasts beaucoup plus approfondis en termes de science, de notes et de trucs complémentaires. Bref, en étudiant avec ces différentes personnes-là, ainsi que d'autres choses, j'ai appris à comprendre des choses sur la HRV. Les sportifs connaissent ça bien, ils ont beaucoup entendu parler. Les sportifs de haut niveau aujourd'hui, même de moins, pas forcément de haut niveau, mais les sportifs sérieux ont tous entendu parler de la HRV et savent observer ça et d'améliorer les choses, en particulier pour aller vers de la compétition, de la meilleure performance. Donc ça, c'est particulièrement important à observer, et évidemment quel lien il y a avec les différents réflexes, et en particulier les réflexes qui sont liés au stress, comme les réflexes que j'ai cités tout à l'heure, réflexe de peur paralysante, réflexe de Moro, réflexe d'agrippement, réflexe, j'en oublie peut-être un, là je dis de tête, mais voilà, un réflexe évidemment très important, réflexe de protection. Comment tout ça est lié à cette variabilité de la fréquence cardiaque, ou en tout cas à l'état d'équilibre du système nerveux autonome. Donc ça, c'est un premier point, première chose que vous avez peut-être entendu parler. Et donc moi, j'ai pratiqué, par exemple, je me rappelle, il y a pas mal d'années, tous les jours, 20 minutes par jour d'exercice censé améliorer la variabilité de la fréquence cardiaque. Vous en avez entendu parler certainement par la cohérence cardiaque. Dans la cohérence cardiaque, on nous dit que si on inspire sur 5 et qu'on expire sur 5, 6 cycles par minute, on va mettre le cœur en état de cohérence. Alors, comme on dit toujours, le diable se cache dans les détails, parce que quand on vous dit inspire sur 5 ou expire sur 5, c'est ce que j'avais vu déjà à l'époque, c'est une moyenne. En moyenne, c'est ça qui va mettre les gens en état de cohérence cardiaque. Sauf que vous, spécifiquement, c'est peut-être 6 ou 7, inspire 6, expire 6, inspire 7, expire 7, ou, et ce dont je me suis aperçu en fait en travaillant avec certains experts de la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est que c'est peut-être 5,5, 5,6, 5,7, et je me suis aperçu de ça moi-même, que pendant des semaines je m'étais entraîné à faire 5,5 avec une application de cohérence cardiaque, mais que les résultats n'étaient pas là. Et donc j'ai fait des tests un peu plus poussés, grâce à des experts en sport et variabilité de la fréquence cardiaque, et donc j'ai testé ma respire sur 5,1, 5,2, 5,3, 5,6, jusqu'à trouver exactement, effectivement, moi, à 5,6, si je respire à un rythme de 5,6, 5 secondes,6,
ça a un effet très différent. Tout de suite, je suis en cohérence cardiaque, alors que quand je fais 5 ou 6, comme c'est recommandé dans les bouquins, ça fait du bien, hein, on respire profondément, lentement, ça calme et tout, mais me met pas en véritable cohérence cardiaque. Donc vous voyez, quand on dit le diable se cache dans les détails, c'est qu'on nous dit, bah oui, en moyenne c'est ça, oui, mais alors tout le monde fait du 5-5 ou éventuellement du 6-6, mais peut-être qu'on fait ça depuis des semaines et des semaines sans grand résultat, puis les gens abandonnent, ils disent, ouais, ça marche pas ce truc de cohérence cardiaque. Bah oui, mais c'est ça, quand on s'adresse aux masses et aux foules, on n'est pas aussi précis que ça. Bref, c'est pas tellement la cohérence cardiaque qui m'intéresse là, moi, mais la variabilité de la fréquence cardiaque en règle générale, et tout ce qui, dans la vie, impacte cette variabilité de fréquence cardiaque. Donc c'est respiration, alimentation, sommeil, sport, quel type de sport, etc. etc. Donc ça, c'est un premier paramètre qu'on va étudier dans ce nouveau séminaire et qui est très important, mais c'est pas tout. En fait, aujourd'hui, il y a un grand nombre d'études scientifiques, et quand je dis un grand nombre, c'est commence à être sérieux, en médecine, hein. C'est vrai que la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est surtout quelque chose c'est connu en médecine par l'impact du stress. Il y a plusieurs études qui ont montré ça et qu'on pouvait réguler ça et améliorer les choses, mais c'est surtout dans le monde du sport que c'est connu. Mais la chose dont je vais vous parler maintenant s'appelle le volume expiratoire maximal en 1 seconde, VEM 1. Alors en anglais, je crois que c'est faudra que je retrouve là, de tête comme ça, c'est compliqué. Mais volume expiratoire maximal, VEM 1 en 1 seconde. C'est-à-dire, vous avez un appareil qui s'appelle un spiromètre, qui mesure la quantité d'air qui passe. Et puis, en gros, c'est un trou. Puis dans ce trou, il y a une mini-turbine, une petite hélice. Et vous devez souffler au max, comme on vous dit, comme un gâteau d'anniversaire avec des bougies, vous devez souffler au max dans ce trou, et ça mesure pendant 1 seconde le nombre d'air que vous pouvez expulser de vos poumons, en fin de compte. À un moment donné, on a cru que le paramètre de santé qui serait important, c'est le volume d'air que je peux rentrer dans mes poumons. Est-ce que j'ai une capacité pulmonaire qui est élevée ? Ce qui est extrêmement important dans le domaine du sport, évidemment. Vous avez une capacité pulmonaire de 5 litres, c'est pas pareil que 6, 7 ou 8. On a des apnéistes qui ont des capacités pulmonaires fantastiques, de 9 ou quoi, des sportifs de haut niveau qui ont des capacités comme ça fantastiques, et donc évidemment, ils prennent plus d'air, ils ont des plus grandes capacités à gérer l'oxygène, et donc tout un tas de choses. Je ne vous fais pas un dessin sur le sujet. Et ce volume d'air maximal aspiratoire, et en fait, ces d'autres capacités pulmonaires sont très importantes d'un point de vue du sport, mais ne permettent pas de prédire le vieillissement et la mortalité. Alors que, voilà, boum, 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 la chasse est ouverte, et ils sont en train de tirer, les chasseurs, sur des oiseaux, et puis ils font courir le chien. Aïe, 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 aïe. Il tire parallèle à moi, mais il ne faut pas que l'oiseau se déplace dans ma ligne de mire. C'est très important de pouvoir, le fait de pouvoir expirer de l'air comme ça rapidement prouve un état de santé énorme, et c'est un des paramètres les plus prédictifs qui permettent de savoir en combien de temps, entre guillemets, je vais mourir. C'est un des paramètres scientifiques le plus éprouvé pour montrer si je suis en danger de mort, en quelque sorte, et qui permet de déterminer ça. Évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que si on peut préserver cela et améliorer cela, eh bien, on va retarder tout cela. Donc, c'est l'importance d'avoir une bonne capacité pulmonaire, et surtout une très bonne capacité diaphragmatique expiratoire qui implique, c'est le diaphragme qui va être responsable de ça, qui implique qu'il y a tout un tas de mécanismes corporels globaux. Il ne s'agit pas juste de muscler le diaphragme, mais néanmoins ça va être majeur. Tout un tas de mécanismes globaux qui doivent être au point pour que je puisse avoir un grand volume expiratoire. Donc ça, les études ont montré que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est toujours intéressant, mais de chercher à avoir une plus grande capacité pulmonaire, c'est très important.
pour la santé, le sport, etc. Mais qu'il y a des exercices spécifiques pour travailler le diaphragme dans l'expiration. Ce n'est pas la même chose que de se forcer, par exemple, à faire des respirations abdominales. On nous dit beaucoup, faites des respirations abdominales pour gonfler le ventre, gonfler la poitrine, etc. Bon, ce sont des exercices qui sont par ailleurs excellents pour d'autres choses, entre autres pour se calmer, le stress et tout, mais qui vont pas, les études ont montré qu'ils vont pas muscler le diaphragme spécifiquement pour l'expiration, puisque au contraire on va forcer sur l'inspiration, et c'est pas ça qui est le facteur le plus important. Or ce diaphragme, donc nous on a fait venir un expert mondial au niveau du fascia, qui est David Lesondac, dont on a traduit le livre qui s'appelle Le Fascia, qui est une référence mondiale sur le sujet des fascias. Et on peut dire vraiment ça, puisqu'il fait partie d'équipes de dissection, et d'ailleurs il est devenu avec une des plus grandes expertes mondiales sur la dissection de fascia, de plastination, s'appelle, du corps entier, donc qui fait partie de l'équipe en Allemagne qui est responsable de ça, dans les laboratoires les plus spécialisés, qui est venu l'année dernière et qui nous a donné un séminaire de 2 jours sur la respiration, ou plus exactement sur les fascias liées à la respiration et comment les libérer. Donc ça c'est une première chose, mais surtout il y a des corrélations entre les réflexes. Alors là, il faudra long à vous expliquer, c'est pourquoi on va créer un séminaire qui va être créé pour 2026. Les liens entre les rétentions respiratoires, ce qu'on appelle le réflexe d'apnée, réflexe apnéique, et le réflexe de peur paralysante ou le réflexe de Moro. Ceux qui connaissent les réflexes en IMP savent qu'il y a une rétention face au stress quand il y a le Moro qui s'active, ou une évidemment peur paralysante, donc avec un blocage respiratoire dans le RPP. Et dans ces deux cas-là, il y a un blocage du diaphragme qui fait face au stress et qui, à force, alors je mets ça aussi en parallèle avec les travaux très importants qui sont dans le livre Le mythe du vieillissement dans le livre qu'on a traduit et qu'on a publié, Le mythe du vieillissement. Et dans le bouquin, on parle des 3 réflexes de stress: réflexe feu rouge, réflexe feu vert et réflexe de trauma. Et ces réflexes de stress sont tous liés à un blocage respiratoire du diaphragme, et avec une posture plutôt dite feu rouge, feu vert, ou de trauma, qui est latérale. Et donc là, il y a un lien entre... nous expliquent les experts, entre les tensions corporelles, musculaires que j'accumule dans le corps et le blocage du diaphragme. N'importe quel kiné vous expliquera ça, au professeur de yoga. Quand il y a stress, il y a blocage du diaphragme. Quand il y a blocage du diaphragme, il y a blocage de l'ensemble de la posture du corps. Donc c'est absolument majeur de travailler là-dessus. Et donc on a fait le lien entre des exercices spécifiques pour travailler le réflexe apnéique, libérer le réflexe de peur paralysante et le Moro, avec cet volume expiratoire maximal en 1 seconde, alors qu'il se mesure avec un spiromètre. Et donc il y a de nombreuses études qui montrent que voilà, en fonction de votre âge, de votre sexe, et même, tenez-vous bien, si vous êtes blanc, noir ou jaune, parce qu'il y a des physiologies un peu différentes, blanc, noir, jaune. Alors moi, ça c'est moi qui dis ça, c'est pas eux qui disent. Je dis ça parce que les noirs sont les homo sapiens purs, les blancs sont des homo sapiens croisés avec les gènes de l'homme de Néandertal, et les jaunes sont croisés avec Denisova. Ce sont des homo sapiens croisés avec Denisova. Et je subodore que ce sont ces différentes gènes qui créent des capacités respiratoires différentes et des physiologies différentes. Par exemple, on sait très bien que les gènes liés à Néandertal ont des avantages et des inconvénients. Le fait d'être devenu blanc, c'est ce croisement avec Néandertal qui nous a fait blanchir, parce que Néandertal vivait depuis des centaines de milliers d'années dans le nord et a dû adapter sa pigmentation et tout un tas de choses, les carences en soleil au nord. Et donc les blancs, les premiers, tout le monde ne sait pas ça, mais ceux qui ont fait les grottes qui sont connues, les grottes Chauvet ou grotte de Lascaux, etc., c'était des hommes noirs. C'était des homo sapiens venus d'Afrique, ils étaient noirs. Et puis on s'est croisé avec Néandertal qui était blanc, et nous avons blanchi pour nous adapter à l'environnement du Nord. A l'inverse, Denisova s'est croisé avec... les jaunes, les Asiatiques se sont croisés avec Denisova qui était là depuis des centaines de milliers d'années. C'est une sorte de Néandertal, mais de l'Est, et qui, eux, s'étaient adaptés aux hautes altitudes.
Donc vous savez très bien que par exemple les Tibétains ont des capacités à gérer le manque d'oxygène qui est très différente de nous. Et c'est pourquoi les Sherpas, qui sont des Tibétains, sont capables d'aller dans l'Himalaya très facilement et sans assistance d'oxygénation, alors que les Blancs n'y arrivent pas. Il leur faut de l'oxygène. Et donc, il y a cette capacité expiratoire en une seconde, varie selon votre âge, varie selon votre sexe. Bah oui, parce que les hommes étant plus grands, ils ont au niveau pulmonaire plus de capacité, ils ont plus de force physique et les femmes un peu moins. Donc votre norme femme ne peut pas être comparée à une norme homme, de normalité pour une femme. De même votre âge, et on voit qu'à partir de 50 ans, ça décroît très très vite. Si on n'y fait rien, bien entendu, si on n'y fait rien. Et on va avoir un vieillissement prématuré. Et donc il y a aussi une pondération qui est faite en fonction, qui peut être faite, qui est un peu subtile, mais qui existe selon que vous êtes noir, jaune ou blanc. Et donc vous avez des paramètres médicaux, là on parle de paramètres médicaux très précis qui existent, des tableaux, où on vous dit quel est votre volume expiratoire attendu si vous êtes en bonne santé. Ça a été beaucoup étudié chez les asthmatiques, vous vous doutez bien. Et on sait que chez les asthmatiques, ça va être très important que ce volume expiratoire max en une seconde soit meilleur. Ça s'améliore. Si on veut une meilleure espérance de vie en bonne santé. Et donc, va être majeur, nous, de pouvoir tester si, avec un spiromètre, bien entendu. Alors attention, parce que si vous allez sur Internet, vous allez trouver des spiromètres avec des petites bulles, vous êtes censé souffler dedans et puis que ça monte. C'est très bien pour faire des exercices, mais ce n'est pas un véritable spiromètre. Malheureusement, un véritable spiromètre, ça coûte une centaine d'euros. Mais bref, ça vous permet non, je vous ai dit, c'est un petit tuyau avec une turbine et ça mesure exactement la force de l'air que vous expirez en une seconde. Et donc ça, c'est à mettre en parallèle avec l'état du diaphragme et l'état des fascias dans l'ensemble du corps, et donc les réflexes de stress, feu rouge, feu vert, réflexe de trauma, et évidemment, on n'oublie pas les réflexes apnéiques, et quand on étudiera dans ce stage qui est très important, et les réflexes de peur paralysante. Et en particulier, une des choses que j'ai étudiées, c'est d'étudier des tas d'exercices respiratoires en systéma, art martial cosaque russe, et d'apprendre à travailler le stress avec ça, avec ces exercices spécifiques. Et on avait fait un cours il y a quelques années qui s'appelait Amis avec le stress. Et c'était un cours de 4 jours de systéma où on apprenait des tas d'outils et les gens qui sortaient du stage étaient sidérés de ce qu'ils ont été capables de faire, d'affronter leur peur et leur stress. On avait fait ça entre autres pour travailler sur le RPP. Et donc suite à ça, on a ajouté aussi du travail d'exercices que font les apnéistes, donc ces gens qui sont capables de retenir leur respiration et d'aller soit très loin sous l'eau, soit en statique, plusieurs minutes sans respirer, soit en profondeur. Et là, il y a d'autres mécanismes de stress qui se mettent en place, qui sont liés justement à ce volume expiratoire maximal et qui sont liés à des réflexes du bébé très précis. Vous savez très bien que si on jette un bébé dans l'eau, ça s'appelle le réflexe d'apnée justement, il retient sa respiration. Il y a d'autres choses qui se passent. Je suis en train de préparer une conférence sur le sujet. On profite pour dire que ceux qui nous écoutent sur YouTube, parce que ce podcast est aussi publié en parallèle sur YouTube, vous pouvez retrouver ça dans vos applications de podcast, Connexion Primordiale, vous tapez au pluriel pour trouver et pouvoir écouter le podcast dans votre téléphone, dans votre voiture ou autre, ou sur notre site internet, soit le site internet de l'IMP, reflex.org, dans l'onglet, il doit y avoir un onglet podcast quelque part, soit sur le site Ressources Primordiales de notre maison d'édition, Ressources Primordiales au pluriel, et là il y a un onglet dans la page qui s'appelle podcast tout simplement, podcast Connexion Primordiale. Donc voilà le deuxième paramètre qui est très intéressant de mettre évidemment en corrélation avec les réflexes. Et le troisième paramètre, alors c'est dans l'ordre, c'est celui que j'ai connu avant, mais je n'y ai rien fait de sérieux, enfin si quand même, c'est d'utiliser un dynamomètre pour mesurer la force des doigts. Ça c'est un truc qui est extrêmement connu par les kinés et c'est aussi un paramètre qui permet d'évaluer de manière très précise et, la durée de vie restante, si on peut dire. C'est un autre paramètre très sérieux qui permet de savoir combien de chances on a de mourir rapidement. C'est ce que les médecins appellent souvent le test de la poignée de main, c'est-à-dire que quand ils disent bonjour à leurs patients, en particulier personnes âgées, s'il n'y a plus de force dans les doigts, on sait que c'est très mauvais signe. Et donc c'est très important, la force périphérique
décroît avant la force centrale, puisque le système nerveux se développe du centre vers la périphérie. Il va aussi se détruire, entre guillemets, perdre sa force d'abord en périphérie puis au centre. C'est pourquoi on peut voir par exemple des personnes âgées qui ont des tout petits mollets, des tout petits bras, avec la sarcopénie, qui perdent la force musculaire en périphérie, mais qui ont encore un tronc qui est solide. Et c'est logique, le corps priorise ça. D'ailleurs, les motoneurones sont organisés où les motoneurones périphériques sont à l'extérieur et les motoneurones responsables de la motricité centrale sont plus au centre. Et donc, comme explique le professeur Huberman, on ne sait pas pourquoi, mais c'est d'abord quand il y a une dégénérescence, d'abord la périphérie, puis le centre. Et ça, on peut bien l'observer. Et donc, l'idée ici, c'est que la force des doigts, quand elle est perdue, c'est très mauvais signe. C'est la force périphérique. Et donc les kinésithérapeutes savent ça bien, peut-être aussi des psychomotes, des ergothérapeutes ou autres. Il faut préserver cette force périphérique chez les personnes âgées. Alors il ne s'agit pas juste de faire de la musculation des doigts, mais la musculation des doigts se perd quand je ne travaille pas sur la globalité de ma motricité et de ma force générale, on pourrait dire de musculation. Alors, cela étant dit, des gens comme Huberman ou autres, c'est encore difficile de savoir qu'est-ce qui est causalité, qu'est-ce qui est corrélation, etc. Mais quand même qu'en travaillant sur la force périphérique, on peut améliorer les choses. Alors, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Par exemple, si vous vous dites, je vais faire un travail isométrique longue durée, donc par exemple dire, tiens, je vais porter des haltères et puis marcher pendant quelques kilomètres avec des haltères en main, évidemment, ça va renforcer votre force. Ou si vous dites, je vais me suspendre le plus longtemps possible chaque jour, c'est très intéressant, mais sauf que vous créez, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais un manque d'oxygénation, parce que les muscles vont se tendre pour vous crisper sur la chose, donc avec le réflexe d'agrippement, ça c'est un lien très important, et vous allez suractiver le réflexe d'agrippement qui va bloquer la circulation du sang, et ça va pas être efficace. Alors que si vous faites l'exercice, le meilleur pour ça serait de grimper à la corde. Quand vous grimpez à la corde, vous faites force agrippement, vous vous soulevez, vous lâchez, vous recommencez, vous soulevez, vous lâchez, donc c'est agripper, lâcher, agripper, lâcher. Donc ça, par exemple, c'est l'exercice qui serait royal pour ça. Et on le comprend. Encore une fois, notre préhistoire nous permet de tout comprendre. Nous sommes des chasseurs-cueilleurs grimpeurs. On grimpe énormément quand on est chasseur-cueilleur. On doit grimper aux arbres régulièrement. On doit grimper des collines, des murs de pierre, que sais-je. L'homme préhistorique, l'homme tribal, ou la femme, l'humain tribal, grimpe énormément. Et il marche à quatre pattes, et il rampe, et il fait beaucoup de choses avec ses mains, il manipule des choses lourdes, il manipule des outils. Les femmes, par exemple en Afrique, on va le voir encore, vont piler pendant des heures le millet ou que sais-je. Les hommes vont chasser, fabriquer des outils, etc., vont utiliser beaucoup la main. Nous, on utilise la main pour taper sur un clavier, ou encore pire maintenant, juste, surtout chez nos personnes âgées, faire glisser le doigt sur une tablette. Et donc là, on va avoir une destruction accélérée de nos motoneurones, de notre motricité périphérique, qui va ensuite accélérer les processus de vieillissement. Donc évidemment, il s'agit de retarder ça à tout prix. Et je vous ai déjà dit le truc, c'est qu'il y a un lien avec les réflexes d'agrippement, mais le réflexe d'agrippement de la main palmaire, ce réflexe d'agrippement ne peut pas être isolé du réflexe de Moro, par exemple. C'est des choses qui sont très importantes qu'on étudie bien en intégration motrice primordiale. Et donc, si je veux préserver au maximum ma santé et le vieillissement, pour moi, pour mes clients, patients, apprenants, que sais-je, il va être majeur de travailler sur ces différents indicateurs, variabilité de la fréquence cardiaque, qui est un indicateur très fort sur mon état émotionnel, on va dire, et sportif, mais voilà, émotionnel. On va avoir l'indicateur avec un dynamomètre qui permet de voir ma force, et là encore, il y a des paramètres en fonction de votre âge et de votre sexe. Normalement, dans les dynamomètres qu'on peut acheter, par exemple, sur le marché, ils vous demandent de rentrer votre sexe et votre âge, ce qui permet d'évaluer si par rapport à une population saine, vous êtes plutôt du côté bonne santé ou mauvaise santé, à risque ou pas.
Ces paramètres, hein, là, et puis le troisième, le volume expiratoire maximal en 1 seconde, ces paramètres sont des paramètres tout aussi sérieux que, et même plus prédictifs de votre santé et du bon vieillissement que le taux de cholestérol, qui ne veut pas dire grand-chose en vrai, qui n'est pas prédictif, que alors c'est quelque chose de très important quand même, on va dire que c'est tout aussi sérieux que l'hypertension. Voilà. Et d'ailleurs, certains de ces paramètres sont liés à l'hypertension. Vous avez une hypertension, ça va affecter ces paramètres de variabilité de fréquence cardiaque, etc. Alors évidemment, malheureusement, avec l'hypertension, on va se contenter de donner, on va souvent donner aux gens qui font de l'hypertension des bonnes choses d'hygiène de vie, d'alimentation, de respiration, d'activité physique, etc., qui sont souvent peu suivis, malheureusement. Alors, j'en profite, puisque j'ai évoqué ça, je n'avais pas prévu d'en parler, que j'ai suivi moi-même ma tension. J'ai un appareil médical spécifique qui mesure la tension, l'hypertension en continu. Là, je ne l'ai pas là, mais j'ai fait pendant des mois de mesurer ma tension en continu. Je n'ai pas de problème de tension, je vous rassure tout de suite, elle est totalement normale. Mais vous avez en médecine, c'est toujours pareil, vous avez la tension dite normale, et puis vous avez ensuite l'hypertension, et puis vous connaissez l'hypotension. Quand on a une baisse d'hypotension, on se sent tout faible. Quand on n'a pas une baisse d'hypotension, pardon, quand on fait de l'hypotension, on se sent tout faible. De même quand on fait de l'hypoglycémie, tout faible et fatigué. Donc vous avez l'hypertension, voilà, c'est un problème médical, l'hypotension, problème médical. Et puis évidemment, dans l'hypertension, il y a plusieurs seuils qui sont mesurés par la médecine, par ces appareils. Et dans le cas nécessaire, il y a des médications qui sont données par les médecins. Bon, on sait que l'hygiène de vie va être le plus important, mais on sait que les gens ne changent pas leur hygiène de vie et donc ils sont obligés de recourir aux médicaments puisque les gens ne changent pas leur hygiène de vie en règle générale. Et ça, c'est pas la faute des gens, c'est la faute du fait qu'on n'est pas dans une approche éducative. C'est pourquoi l'IMP est une approche éducative qui ne travaille pas sur les problèmes des gens et qui ne donne pas des conseils aux gens. Ça ne marche pas de donner des conseils aux gens. Comme disait un de mes professeurs, les conseils ne sont valables que pour celui qui les donne. Donc c'est comment on met en place des changements. Donc j'ai déjà fait des podcasts sur le sujet et on parle en long, en large, en travers de ça dans nos stages pour que les gens pratiquent leur programme d'activité motrice personnalisé, puisqu'en IMP, c'est ça le but d'une séance d'IMP, que les gens pratiquent. Donc on est un peu comme des coachs. Le coach n'a d'efficacité et d'existence que parce que les gens pratiquent le programme du coach. Et donc nous, c'est comment on utilise des techniques de psychologie moderne. Ah, il y a un chien, je fais demi-tour, j'ai peur des chiens. Comment on utilise des techniques de psychologie moderne et de coaching moderne pour que les gens pratiquent. Et donc là, il y a des stratégies de motivation et autres. On parlera peut-être de tout ça dans un futur podcast qui existe encore avec ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque, la carotte, le bâton, ou la motivation qui est extrinsèque ou des motivations intrinsèques. Bref, c'est tout un chapitre passionnant et qu'on étudie en IMP, parce que le but, c'est pas juste de dire vos réflexes, ceci, cela, faites ceci et tout ira bien, c'est que les gens puissent mettre en place un programme d'activité, d'intégration. J'ai déjà assez parlé de ça, bref. Donc j'ai mesuré ma tension, non pas pour des raisons médicales, mais pour des raisons de curiosité et d'études, tout un tas de choses. Ma tension est totalement normale, j'ai jamais eu d'hypertension depuis tout gamin, dès que je fais une visite médicale, je regarde toujours la tension, ça a toujours été excellente. Alors, je ne vais pas dire excellent, je vais dire normal. Et quand j'ai acheté mon appareil médical qui permet de mesurer la tension continue qui se tient au poignet, qui est un appareil suisse, est validé médicalement, donc c'est pas une montre qu'on achète à 10 balles et qui mesure la tension. Là, il n'y en a aucune qui, pour l'instant, fonctionne. Le mien est talonné régulièrement avec un appareil qui mesure la tension au bras, et donc qui est étalonné une fois par mois et qui vérifie que vous êtes bien dans les données médicalement validées. Bref, il y a la tension normale et il y a la tension dite optimale, qui est bien plus basse que celle qui est considérée comme normale. Vous savez, en médecine, on dit bon voilà, c'est normal, on ne donne pas de médicaments, puis dès qu'on dépasse la normale, on commence à vous donner des médicaments. Mais d'un point de vue des paramètres de médecine prédictive et de médecine du sport et de prévention, etc., il y a des paramètres qui sont considérés comme optimales. C'est rarement quelque chose qui est travaillé aujourd'hui, parce que c'est très rare de trouver des gens qui ont des paramètres optimaux en glycémie, en oméga 3, et même aujourd'hui aussi en microbiote. Nos microbiotes sont déséquilibrés, on ne trouve plus chez l'homme blanc occidental
de microbiotes normaux. Il faut aller, pour trouver des microbiotes normaux, le trouver dans des tribus isolées de l'oxydation et du stress et de l'alimentation délétère de l'homme occidental. Je vous dis, ce sont des choses très sérieuses, hein. Ce n'est pas des choses que je lis dans des livres de naturopathes ou quoi, hein. Là, on parle des études sur le microbiote faites dans les laboratoires français ou autres. Il y avait eu d'ailleurs une série sur France Culture, je crois, sur le microbiote qui était passionnante. Il y avait des chercheurs qui disaient ça, qu'on est justement en train de séquencer le génome de nos microbiotes parce qu'ils sont perdus, on n'en a plus et on n'en saura plus. Quand on saura mieux détecter tout ça, on aura perdu tout ça. On n'en trouve encore que chez des tribus isolées. C'est pour dire que c'est de plus en plus rare vu qu'on n'aime pas laisser ces gens isolés parce que des gens heureux qui n'ont pas nos valeurs, on n'aime pas ça, donc on préfère. Bref, je recommence avec mes considérations. Et donc je voulais voir si je pouvais améliorer mon hypertension, ma tension normale vers optimale. Et donc quels sont les paramètres qui permettent d'optimiser ça. Et effectivement, il y a des paramètres très précis qui permettent d'améliorer et d'avoir une tension optimale. Ce qui est très très amusant, c'est que les paramètres qui permettent d'avoir une tension optimale, quand on regarde les études scientifiques et que vous corrélez ça avec les paramètres qui permettent d'avoir une variabilité de la fréquence cardiaque optimale, et que vous mettez ça en relation avec les paramètres qui permettent d'avoir un volume expiratoire maximal, en une seconde, sont quasiment les mêmes. On va retrouver des choses liées à l'alimentation, au sommeil, à l'activité sportive, à l'alimentation, qui sont les mêmes, alors qu'il s'agit d'études différentes, faites par des gens différents, en étudiant des paramètres différents, on retrouve des choses extrêmement proches et similaires. Donc évidemment, c'est quelque chose que j'ai croisé, ces différentes données, en lien avec mes connaissances d'IMP, d'intégration motrice primordiale, mes connaissances sur les différents réflexes dont j'ai parlé, dans les RPP, réflexes de Moreau, réflexes d'agrippement, réflexes de stress, c'est-à-dire feu rouge, feu vert et de trauma, et réflexes de protection, voilà, pas oublier, c'est un des majeurs. Et donc, évidemment, moi j'ai mis ça en parallèle avec comment nous, en IMP, on travaille sur ces différents réflexes. Et on travaille sur ces différents réflexes avec des automassages, avec des techniques isométriques, avec différentes choses. Et j'ai croisé ça avec les informations que j'ai glanées en étudiant les différents paramètres que je viens d'évoquer liés à la longévité et le vieillissement. Évidemment, maintenant j'ai 57 ans, je suis de plus en plus intéressé par tout ça. On pourrait se dire c'est parce que Paul devient vieux et qu'il s'intéresse à tout ça. Que nenni, c'est quelque chose qui m'a intéressé toute ma vie, depuis que je suis tout gamin. Ça s'est débuté quand j'étais enfant et ça s'est développé à fond quand j'étais adolescent. Et je vais vous donner un exemple qui m'a sauté au visage hier. Hier, j'étais en train de faire mes mobilisations ou des exercices de respiration, je ne sais plus très bien quoi, au sol, enfin évidemment. Et j'aperçois dans ma bibliothèque, vous allez rire, un des plus vieux bouquins que j'ai gardé de mon enfance, qui est le manuel des castors juniors. Ça parlera aux vieux, le manuel des castors juniors, voilà. Ça ressemble à des trucs de scout dedans et des choses comme ça. Et j'ai eu manuel des castors juniors numéro 1, 2, 3, 4, je crois que ça a été jusqu'à 9, peut-être plus après, mais j'ai les 4 premiers que je connais par cœur dans mon enfance, que j'ai lu, relu et relu. Et là, je vois le numéro 4 qui est sorti en France en 78, et je sais pertinemment que j'ai eu ce livre à la sortie, et je peux vous dire pourquoi, parce que j'attendais avec impatience. J'avais déjà le 1, le 2, le 3. Alors le 1 est sorti, j'étais trop jeune pour lire, mais le 2, le 3, et le 4 est sorti en 78, et en 78, j'avais donc 10 ans. Et si vous ouvrez ce manuel des castors juniors, je vous promets que c'est vrai, la première page du manuel des castors juniors numéro 4. Alors il faut savoir que les manuels des castors juniors avaient des petites thématiques. Par exemple, au début c'était généraliste, le 1, le 2. Le 3, ils l'ont fait spécifiquement sur la nature, tous les trucs de la nature, repérer les empreintes des animaux, savoir connaître les animaux, leur lieu de vie, les oiseaux, les papillons, les insectes, les trucs et les machins. C'était le numéro 3 spécifiquement sur les animaux. Et le 4
est centré essentiellement sur la santé. Il y a d'autres choses, mais beaucoup de choses sur la santé. Et je vous promets que vous ouvrez, et la première page, il n'y a pas d'introduction, il n'y a rien. Il y a une page qui dit Bienvenue les Castors Juniors ou un truc comme ça. Puis vous ouvrez, vous avez une illustration, un dessin des Castors Juniors, et puis vous ouvrez, et la première page, c'est sur la respiration. Comment utiliser la respiration pour gérer son stress, et il donne des techniques. Première technique, respiration ventrale. Et la deuxième page, c'est la respiration de narine alternée, du yoga, de pranayama, que j'ai évidemment pratiqué en bon castor junior que j'étais. Et si vous regardez au milieu du bouquin, donc j'avais 10 ans, j'ai commencé à pratiquer le yoga tout seul, parce que le milieu du bouquin, c'est le yoga. Ça peut étonner certaines personnes, hein, mais le yoga a explosé dans l'Occident, d'abord par les États-Unis, la Californie, et puis ensuite sur nous, dans les années 70. C'est toute la révolution culturelle, la contre-culture, etc. Et le yoga et les techniques venues d'Orient, le zen, le bouddhisme, etc. ont submergé, il y a donc 50 ans de ça, un peu plus maintenant. Et donc je ne sais pas comment, qui, quoi, responsable éditorial de ça. Mais en tout état de cause, le manuel des Castors Juniors sorti en 78 expliquait aux petits-enfants que j'étais comment faire du yoga et travailler sa respiration et faire du pranayama. Et à cet âge-là, j'ai pratiqué à fond. Ma mère elle-même s'est intéressée à l'époque à tout ce qui était naturopathie, thérapie alternative, donc tout gamin. Donc j'ai 57 ans, ma mère nous soignait avec de l'homéopathie, de l'ostéopathie et de la phytothérapie, des vitamines. Elle a étudié la méthode Kousmine avec les élèves de médecins de Dr Kousmine. Ma mère a fait sa préparation à la naissance chez Thérèse Berthera, qui était l'élève donc vous voyez, j'avais beaucoup de choses. Mon père pratiquait le yoga quand j'étais gamin et les techniques de méditation, pleine conscience, véritablement quand j'étais tout gamin. Et donc mes parents, ma mère faisait aussi des choses de l'aérobic à l'époque quand c'est sorti, des trucs comme ça. Et ma mère achetait des bouquins sur ces sujets réels qui l'intéressaient, l'alimentation, la naturopathie, bien voir naturellement, bien vieillir, etc. Les livres de Dr Kousmine et tout ça. Et mon père, des livres plutôt sur le yoga, la méditation, la spiritualité, des trucs comme ça. Et moi, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, je dévorais tout ça. Passionné. J'essayais d'autres choses aussi, mais j'étais passionné par ces livres de santé, de bien-être. Et c'est comme ça que ma passion est venue. J'ai commencé à lire des trucs sur la relaxation, acheter moi-même mes propres livres sur ces sujets-là. Et très tôt, à 17 ans, j'ai commencé à mettre ça en pratique dans des groupes, à animer des groupes de relaxation, d'auto-hypnose, à passer mon BAFA, étudier des choses sur la psychologie de l'enfant et sur tout un tas de choses. Et donc là sont nées mes passions. Donc depuis que je suis tout gamin, et donc à cette époque-là, tout ce qui était la santé, l'alimentation, donc j'ai utilisé dans ma vie, entre guillemets, testé ou adopté plein de modes d'alimentation. C'est pas le moment de parler de tout ça, ce serait beaucoup trop long. Mais bref, pour vous dire que tout ça, c'est une passion qui n'est pas née avec le fait que je prenne de l'âge, mais qui est une passion de toute une vie, où je me suis préoccupé toute ma vie de comment faire pour être en bonne santé et garder cette bonne santé. Alors ça ne veut pas dire que moi, personnellement, je pense que si vous rencontrez quelqu'un qui vous prétend ça, fuyez-le, que j'ai été toute ma vie en parfaite santé physique, mentale, émotionnelle, etc. On a tendance à dire que c'est parce que justement nous-mêmes on est en recherche pour nos propres difficultés, manquements, c'est une recherche personnelle, et on trouve des choses, et peut-être plus que les autres parce qu'on cherche plus, du fait qu'on a peut-être des plus grandes difficultés, et que du coup on apprend plus de choses que les autres sur ces sujets-là, et que dans une certaine mesure on est plus à même de, comme je ose le faire, de les partager. Gros avantage que j'ai par rapport à beaucoup de gens, c'est que je parle, ou en tout cas je vais dire je parle et je comprends parfaitement l'anglais depuis que je suis tout gamin. Et donc j'ai la possibilité de lire beaucoup plus de livres. Vous savez qu'il y a en général plus d'une décennie de décalage entre... Je vais m'éloigner du bruit.
Vous savez qu'il y a plus d'une décennie de décalage entre les découvertes qui sont faites dans les laboratoires, puis qui est connu par le grand public. Mais ça passe par les États-Unis. En général, les découvertes sont faites, puis ça vient aux États-Unis, puis ça vient en France. Donc il y a un décalage d'une vingtaine d'années. J'avais appris ça quand j'étais animateur colonie de vacances, parce que j'enseignais le ski, et nous on avait appris des techniques modernes de pratique du ski à l'époque, des nouvelles pédagogies. Même chose en voile, puisque j'enseignais la voile quand j'étais jeune, plus jeune. Et j'avais un professeur, un spécialiste, c'était au CREPS. CREPS, c'est là où on étudie la science du sport, qui m'avait dit, parce qu'à 17-18 ans, j'ai passé à étudier au CREPS pour passer le brevet d'état d'éducateur sportif, qui avait dit que voilà, il faut compter 20 ans entre le moment où quelque chose sort en science et que ce soit connu du grand public. Et à l'époque, les pratiques que nous on découvrait sur les nouvelles techniques pour enseigner le ski, on ne comprenait pas pourquoi nous on ne les avait pas apprises, alors que dans la recherche, on sait déjà qu'il vaut mieux faire comme ci que comme ça en pédagogie. Et ça, c'est valable pour tout, c'est valable dans l'éducation, c'est valable dans la santé, c'est valable dans le sport, c'est valable dans tout. Donc comme j'ai un gros avantage de lire en anglais, déjà je gagne 10 ans sur ce qui se fait en France, et j'écoute des podcasts de professionnels depuis très longtemps. C'était le cas avec Cathy Baumann il y a extrêmement longtemps, quand j'en ai entendu parler il y a une vingtaine d'années grâce à Paul Hegel-Denison, de pouvoir lire des blogs en anglais. Évidemment, Internet ça a accéléré les choses, mais j'ai toujours acheté beaucoup de livres en anglais, soit quand j'y allais évidemment, dans les pays anglophones, soit maintenant évidemment on peut les commander facilement sur Internet, et d'avoir accès à de la littérature des années à l'avance. Par exemple, quand j'ai pratiqué la méthode Wim Hof, il n'existait rien en français. Méthode Wim Hof d'application du froid et de respiration, gestion du stress et tout. Et ensuite, les livres sont sortis en français, et tout le monde a commencé à en parler en France, et c'est super. Ça me permet d'avoir du recul, parce que souvent, par exemple, je sais pas, l'alimentation cétogène qu'on a fait il y a très longtemps, avant qu'il y ait un moindre bouquin qui existe en français, c'était une énorme mode aux États-Unis, et quand c'est devenu en France, déjà aux États-Unis, il y avait des voix un peu dissidentes ou complémentaires, ou que toute la santé ne dépendait pas que ça n'allait pas résoudre tous les problèmes de faire l'alimentation cétogène. Et donc, moi qui pratique avec une longueur d'avance, mais en testant sur moi et en faisant des erreurs aussi, quand les choses viennent en France, ça me donne cette chance de pouvoir avoir un peu plus de recul. Parce que j'ai entendu parler depuis longtemps de plusieurs points de vue, différents types de médecins, différents types d'experts. Voilà, donc c'est un gros avantage. Bon, je m'éloigne un peu du sujet de base, mais c'est pour vous dire que l'idée de vieillissement, et plus exactement de santé tout au long de la vie, voilà, c'est pas tellement le vieillissement que santé tout au long de ma vie, c'est une passion de toute ma vie, c'est une recherche de toute ma vie, qui ne veut pas dire que moi je suis forcément en meilleure santé que les autres, mais que j'ai étudié beaucoup de paramètres, et que j'ai mis ça en relation avec mes connaissances en intégration motrice primordiale, et que c'est pourquoi dans quelques mois, en 2026, on va proposer une nouvelle formation qui sera une formation évidemment d'IMP liée à tout ce dont je viens de vous parler, dont le cœur, c'est à la base, les recherches initiales, c'était comment mieux intégrer les réflexes de stress et le RPP, et par les travaux de certaines personnes, etc., quel est le lien il y a entre le RPP et le réflexe apnéique et les réflexes respiratoires et tous les paramètres que je viens d'évoquer. Et c'est comme ça que ça nous a amené. Et puis Ludivine aussi, dans son cabinet, évidemment, elle travaille beaucoup sur le RPP, avec les différentes techniques tactiles et autres, avec différents moyens d'évaluer ça, et différentes manières d'intégrer tout ça. Quand c'est la fin de la promenade, il y a plus de monde sur la route, évidemment. Quand je longe la route, il y a plus de gens sur la route que quand je suis dans les champs. Donc voilà, c'est ce qu'on va vous proposer prochainement. Le titre du séminaire est encore gardé secret, mais ce sera un séminaire ouvert à tout le monde. Recommandé quand même d'avoir fait un niveau, au moins un petit niveau sur les réflexes. Donc soit les gens qui ont fait du RMT, du MNRI, l'IMPP, ou évidemment, encore mieux, l'IMP. Donc, ça pourra être éventuellement ouvert à tout le monde, ce sera le cas, parce qu'il n'y aura pas de prérequis
Mais pour mieux comprendre quand même ce que c'est que les réflexes, la manière de les intégrer, d'avoir fait par exemple en IMP l'alphabet du mouvement sera extrêmement intéressant. Je vous rappelle qu'il y a une autre porte d'entrée à l'IMP, vous pouvez faire l'alphabet du mouvement, mais vous pouvez aussi faire, et ce sera très intéressant, c'est pour ça que je le dis pour ce stage, au cœur du mouvement. N'hésitez pas à vous inscrire à ce stage extraordinaire au cœur du mouvement, parce qu'on pourrait dire que c'est un stage de 4 jours uniquement en présentiel, sur lequel on travaille les réflexes de stress, le réflexe de protection, les réflexes de stress, à l'aide des automassages, des mobilisations primordiales. On apprend des choses extraordinaires dans ce stage au cœur du mouvement, qu'on utilise énormément nous dans nos cabinets. Et que vous ayez fait l'alphabet du mouvement ou pas, que vous ayez fait d'autres approches sur les réflexes ou pas, vous pouvez venir au cœur du mouvement. C'est un séminaire que moi je trouve exceptionnel, basé sur les travaux de plusieurs personnes. Voilà, en attendant, il y aura ce nouveau séminaire sur l'intégration du RPP et de ses différents paramètres liés à la santé, en lien avec les réflexes. Évidemment, on ne va pas se transformer avec Ludivine en docteur qui vous dit la meilleure manière de manger ou de vivre. C'est pas du tout ça l'idée. C'est de croiser les informations liées à ces indicateurs santé que je viens d'évoquer et nos connaissances sur les réflexes et les techniques d'intégration qu'on utilise, sachant que ce qu'on va présenter sera, il y aura quelques petites choses qui sont déjà que vous connaissez, qui sont issues de techniques qu'on enseigne dans les cours, comme le fameux tapotement du trijumeau, quelques techniques tactiles, mais il y aura essentiellement de la nouveauté que vous trouverez a priori nulle part ailleurs. Donc voilà, ce sera limité en nombre de places pour qu'on puisse être bien présent auprès de vous pour vous montrer ces techniques très spécifiques. Et puis évidemment, vous aurez la possibilité de tester sur place votre variabilité de la fréquence cardiaque, votre volume expiratoire maximal et, grâce à un dynamomètre, votre force des doigts. On va pas faire la tension. C'est pas. Quoi qu'on pourrait, pourquoi pas, pour voir si on a une tension optimale ou juste normale, pourquoi pas. Il faudra juste prévoir un appareil supplémentaire. Voilà, ma petite promenade du jour est faite. J'espère que, voilà, ce sujet, encore une fois, je n'ai pas de notes quand je parle. Je suis comme ça, les yeux dans les nuages et les pieds nus sur terre. Et donc, c'est pas forcément très construit, je m'en excuse. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur YouTube ou à nous envoyer des emails. Sophie, qui est prof d'IMP, nous a dit que quand elle allait au boulot, nous a écrit un mail, ça fait très plaisir. Elle m'écoutait sur son vélo, elle va au boulot, psychomote, en vélo, et qu'elle m'écoute. Donc ça fait très plaisir, ça me motive. Et si vous avez des questions, des sujets particuliers que vous voulez que j'aborde, faut pas hésiter, parce que est-ce que je pourrais continuer comme ça tous les jours pendant un an? On ne sait pas. Est-ce que j'ai encore des choses à dire? On ne sait pas. Bonne journée à vous. Et merci d'être là à l'écoute.